à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau en ligne, en direct, sur les liens entre la transition écologique dans les structures de l'ESS et les conditions de travail des salariés. Ce temps d'information et de sensibilisation est le deuxième d'une série organisée par l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, grâce au soutien de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'objectif de ces temps est que sur un format court, le temps du midi, vous puissiez disposer d'informations pratiques sur des aides, solutions et outils à votre disposition afin de favoriser l'emploi et le recrutement dans votre structure de l'économie sociale et solidaire. Je suis Meredith Guillaneuf, chargée de projet pour l'UDES et je suis ravie d'animer ces échanges pendant l'heure à venir. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de transition écologique. La transition écologique est un sujet stratégique, mais ses effets sur les emplois et les compétences ne sont pas encore anticipés. C'est le constat du sondage mené entre novembre 2023 et janvier 2024 des réalités du dialogue social, le RDS. Quelques chiffres de ce sondage. 83% des répondants relèvent un degré d'engagement faible, voire inexistant, de leur structure dans une réflexion sur le verdissement de la gestion des emplois et des parcours professionnels. 73% des répondants indiquent que le dialogue social vert doit intégrer les sujets de travail, QVCT et prévention. La transition écologique n'est donc pas toujours au centre des préoccupations et manque parfois de méthode. Le RDS constate d'ailleurs la même chose pour les directions. La direction RSE est souvent à la pointe, mais les équipes de travail ne le sont pas toujours. Malgré des avancées en matière de dialogue social, il manquerait donc un élan collectif de la méthode. Pour nous accompagner dans cette réflexion et cette démarche, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Caroline Blätterer, chargée de mission au sein de l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, l'ARACT, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Marion Mathieu, directrice d'Aide Ravard, association qui œuvre pour l'intégration, le développement de l'éducation et la recherche pour l'autisme dans le Var. Bienvenue à vous deux. Bonjour Caroline, on va commencer par vous. Vous êtes donc chargée de mission à l'ARACT et à ce titre, vous avez pu accompagner des expérimentations auprès de structures de la région pour amener notamment le déploiement d'actions sur les questions de la transition écologique et du travail. Caroline, qu'est-ce qui, selon vous, empêche aujourd'hui les entreprises d'intégrer pleinement la transition écologique dans leur politique de gestion des emplois et des parcours professionnels ? Lors de ces expérimentations, on a pu identifier peut-être plusieurs freins, dont 3 principaux. Le premier, c'est un frein économique, puisque pour les entreprises et notamment pour les TPE, PME, il y a en tout cas une priorité économique accordée à court terme et que s'engager dans la transition écologique et du moins en constater les bénéfices et les bienfaits, c'est un projet plutôt à moyen terme et à long terme. Et qui va nécessiter à un moment des investissements initiaux qui peuvent être importants. Donc effectivement, il y a une question de priorité économique. Le deuxième frein, ça pourrait être la question des compétences et notamment l'identification des compétences et de l'évolution de ces compétences pour aller vers des métiers plus verts ou vers une évolution des métiers et identifier ces compétences pour les intégrer dès aujourd'hui dans la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, ce qui peut manquer également au sein des TPE-PME autour de la fonction RH. Et enfin, peut-être un dernier frein, c'est une question culturelle. C'est aussi la nécessité de sensibiliser les dirigeants, les salariés, les partenaires sociaux à la transition écologique et à démontrer que la transition peut être un levier également d'amélioration des conditions de travail pour embarquer tout le monde dans cette aventure. Merci pour ces premiers éléments. On parle de conditions de travail. Quel serait donc le lien, ou plutôt d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on appelle la QVCT ? Parce que c'était aussi le titre de ce temps d'échange de ce midi. Qu'est-ce qu'on appelle la QVCT, et notamment dans les structures de l'économie sociale et solidaire ? La QVCT, donc, c'est la qualité de vie et les conditions de travail, et c'est bien une démarche qui est centrée sur le travail.
La QVCT telle que on la déploie en tout cas à l'ANACT et dans les ARACT, ça va être de s'intéresser à ces différents leviers de travail au sein des organisations qui ont été modélisés sur cette pâquerette qu'on connaît bien aujourd'hui, qui sont les relations de travail, le contenu du travail, la santé, les compétences et les parcours professionnels, l'égalité professionnelle pour tous et le management participatif. Aujourd'hui, si on devait tisser des liens et trouver ces liens entre la QVCT et l'ESS, effectivement, sur l'aspect participatif, dans l'ESS, on va prôner et trouver des gouvernances participatives, une participation accrue des salariés aux prises de décision. Et c'est bien ce que, dans une démarche QVCT, on essaie de développer au sein des entreprises, par le management participatif, par le dialogue social et le dialogue professionnel, pour accompagner ces améliorations de conditions de travail. On pourra aussi trouver des liens peut-être dans l'encouragement d'organisations qui vont être centrées sur le travail et qui vont favoriser la santé des travailleurs, notamment par le biais des équipements, de la prévention santé et sécurité et de ses impacts environnementaux. Et enfin, peut-être cette recherche de conciliation entre performance économique, sociale et sociétale qui va effectivement se retrouver aussi dans le cadre d'une démarche QVCT et dans ce qui va fonder en tout cas aussi ces démarches des entreprises de l'ESS. Merci pour ces premiers éléments. Il est clair que la QVCT occupe donc une place centrale au sein des structures et notamment les structures de l'ESS. Maintenant que nous avons bien compris les bases, je vous propose d'aller un peu plus loin sur l'impact direct de la transition écologique sur l'organisation du travail. De quelle manière la transition écologique peut-elle donc transformer cette organisation au sein d'une structure de l'ESS ? Comme toute transition, que ce soit de la transition numérique ou de la transition écologique, c'est une démarche qui va venir transformer l'organisation du travail. Dans ce cadre, on va s'inscrire dans des démarches participatives qui vont impliquer les salariés dès le démarrage de la transition afin de bien identifier les conséquences de la transition sur l'organisation du travail, le contenu du travail et notamment sur tous les aspects santé, sécurité et prévention. De la même manière, on va s'intéresser à l'évolution des compétences et l'impact de la transition écologique sur les parcours professionnels pour essayer effectivement d'intégrer cette dimension-là dès le démarrage du projet. On va également s'intéresser à l'organisation du travail et les leviers organisationnels pour mettre en place ces conditions de travail, en tout cas favorables à la santé. Et ce qu'on a pu identifier dans des projets de transition écologique, il y avait un double impact. C'est l'impact de la transition sur le travail lui-même, et donc l'objectif c'est bien d'améliorer les conditions de travail et que ces transitions n'engendrent pas d'effets contre-productifs et néfastes sur les organisations du travail et sur le travail. Et c'est peut-être identifier aussi dans une transition écologique qui va être prise sur des aspects un peu plus larges, les impacts du changement climatique sur le travail d'aujourd'hui et d'essayer de le prendre en compte aujourd'hui dans des politiques de prévention, santé, sécurité au travail et d'essayer de se projeter effectivement dans un avenir avec un climat en évolution. Merci Caroline. Je m'adresse dorénavant à vous Marie-Aude. Bienvenue aussi sur ce plateau. Vous êtes donc directrice d'Aide Ravard et vous avez à ce titre mis en place des actions de concertation en interne sur les questions de transition écologique. Dans le secteur médico-social, comment cet impact peut se traduire, donc de la transition écologique sur les conditions de travail, peut se traduire concrètement ? C'est vrai que dans le secteur médico-social, mais comme dans l'ensemble des secteurs finalement, les lois autour de la résilience climat, Egalim et autres ont tout un impact aussi sur notre secteur. Et c'est vrai que ça résonne d'autant plus peut-être dans le médico-social ou dans le sanitaire également, parce qu'on a cette ambition en tout cas de contribuer au bien-être de la population
Et pour cela, il faut qu'on ait une pratique qui soit encore plus vertueuse peut-être. En tout cas, on se doit d'être vertueux dans nos pratiques pour le bien-être de tous. Le fait de travailler dans l'humain, je pense que ça, c'est très fort et pour nous important. Et par rapport à l'engagement des salariés, on voit qu'il y a une conscience quand même importante, même si les chiffres que tu as donnés au début montraient que c'était quand même difficile pour les salariés de se projeter par rapport à la RSE de façon générale dans l'entreprise. Et on a pu le voir, nous aussi, c'est pas toujours simple, mais il y a cette envie de participer et de faire son petit colibri. Et quand vous parlez du coup de transition écologique dans votre structure, qu'est-ce qui concrètement peut évoluer en fait dans les pratiques existantes, qui seraient plus vertueuses en faveur de la transition écologique? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans le secteur médico-social, on est en transition permanente au sens large, transition de l'offre, transition numérique, transition démographique et transition écologique aussi. Pour nous, c'est vraiment important d'inscrire cette transition écologique dans l'ensemble des transitions qu'on est en train de vivre dans le secteur. C'est vrai que quand on parle de transformation de l'offre, on va parler d'aller au domicile. Ça veut dire d'avoir des véhicules en tout cas en termes de mobilité, ça réinterroge la mobilité des salariés qui avant étaient beaucoup dans les établissements, donc ils allaient chez eux pour aller travailler. Aujourd'hui, ils vont parcourir le département pour aller vers les personnes. Donc ça veut dire qu'il faut penser notre flotte de véhicules un peu différemment. Et en plus, la loi nous oblige aussi à le faire un peu différemment. Donc il y a ce premier point, en tout cas, sur la transition numérique, ça va être pareil. Comment on pense tout ce matériel numérique, ces téléphones portables, pour chaque salarié, oui, non, des ordinateurs portables plutôt que des ordinateurs fixes aujourd'hui, quel type de matériel, quel fournisseur on va prendre. C'est vrai que ça nous oblige à repenser nos façons d'acheter de façon globale. C'est moins dans la transition, mais on a eu quand même sur les dernières années une inflation très très forte au niveau de l'énergie. Ça veut dire comment est-ce qu'on repense notre consommation d'énergie pour réduire ces coûts-là, pour pouvoir investir autrement auprès des personnes qu'on accompagne. Donc il y aurait à la fois un objectif de limiter l'impact économique, financier des différentes actions menées et des différents projets, mais aussi limiter l'impact environnemental. Je ne sais pas si vous avez des exemples, par exemple de produits utilisés dans le quotidien, en quoi changer les produits qui vont être utilisés va venir en fait impacter le travail des salariés en place dans la structure et comment une décision finalement de l'employeur peut aller impacter les conditions des salariés en place. Alors c'est vrai que sur un précédent poste, j'ai une petite anecdote, je ne sais pas, où on avait, en voulant bien faire, on s'était dit on va acheter une machine pour nettoyer à la vapeur parce que c'est beaucoup plus écologique, ça nettoie bien, ça respecte les normes parce qu'on a quand même toutes ces questions de normes qui parfois nous limitent dans la transformation qu'on aimerait faire. Et en fait, on l'a pensé en comité de direction, on l'a pas du tout pensé avec les utilisateurs et on s'est rendu compte que c'était pas si simple comme système à utiliser au quotidien. Il y avait des contraintes qu'on n'avait pas prises en compte et on voit que c'est important de penser avec les personnes qui vont utiliser le matériel. C'est pareil pour les voitures électriques, c'est très bien, mais il faut penser avec les utilisateurs pour que chacun puisse utiliser correctement le matériel à bon escient et que l'efficacité de ce qu'on a pensé en termes de démarche écologique puisse être réelle avec un réel impact et que le matériel ne reste pas au parking dans un placard. Donc c'est vrai que ça c'est très très indispensable que la démarche utilisateur soit mise au cœur de la réflexion. Merci. Vous avez peut-être un exemple aussi au niveau de l'ARACT sur l'impact sur les conditions de travail, peut-être l'organisation du temps de travail, etc. Oui, effectivement, quand vous évoquiez l'introduction d'une flotte de véhicules électriques, l'expérimentation avait été menée par des collègues dans une ARACT qui était, je crois, Bourgogne-Franche-Comté, qui avait accompagné une entreprise commerciale avec beaucoup de déplacements, qui avait introduit justement une flotte électrique, qui avait identifié la nécessité de retravailler l'organisation, puisque
puisque voilà, ces déplacements et l'autonomie des véhicules venaient finalement changer les plans de déplacement initialement prévus et avaient eu un impact sur l'organisation, donc la nécessité de la repenser et dans une démarche participative, effectivement, pour en prendre en compte toutes les conséquences et les impacts sur les salariés. Je rebondis également sur la question réglementaire que vous avez abordée, Marie-Aude. Est-ce que la mise en place de plans d'action concrets aujourd'hui dans les structures est liée justement à cette réglementation ? Comment vous percevez au niveau de l'ARACT les différents plans d'action que vous pouvez voir sur le territoire ? Alors effectivement, ce qu'on a pu identifier dans les expérimentations qu'on a menées, c'est qu'il y avait différents moteurs, en tout cas, de cette transition écologique, une transition volontaire, en tout cas, évidemment, mais aussi que la contrainte réglementaire était une des principales causes, en tout cas, de cet engagement dans la transition écologique, que ce soit voilà, la loi Egalim, comme vous l'avez cité, également la loi AGEC dans le secteur de la distribution, qui a impliqué effectivement des opérations de reprise de matériel, par exemple, de recyclage. Également la loi climat et résilience, qui a beaucoup impacté les entreprises. Un troisième moteur pour notamment les entreprises de la distribution du secteur commercial, c'est aussi l'évolution de la demande des clients, puisqu'aujourd'hui il y a aussi une recherche et un questionnement éthique qui souhaite aussi que cette transition soit opérée et s'engager lui aussi dans son acte d'achat. Donc finalement, ce sont trois moteurs qu'on a pu identifier qui ont en tout cas motivé ces démarches de transition et qu'on a pu accompagner sous l'aspect de l'amélioration des conditions de travail et qui ont permis effectivement dans ces accompagnements, qui ont donné lieu à des plans d'action qui ont permis plus largement de re-questionner l'organisation du travail, le travail tel qu'il était réalisé, et d'aller dans une démarche d'amélioration globale aussi. Est-ce que, au-delà de la loi Egalim, vous auriez d'autres exemples de dispositifs aujourd'hui contraignants ou en tout cas qui ont avancé pour les structures de l'ESS ? Pour les structures de l'ESS, mais pour toutes les structures et les entreprises finalement, on a effectivement cet impact de la loi climat et résilience de 2021 qui est venue élargir le champ et les attributions des comités sociaux et économiques dans les entreprises qui aujourd'hui doivent être informés et consultés sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc effectivement, un droit de consultation et d'avis sur l'activité de l'entreprise au regard de ses conséquences. Et on a également, depuis 2023, donc cet accord national interprofessionnel signé par les partenaires qui est venu inciter les CSE et les acteurs du dialogue social interterritoriaux et de l'entreprise à se saisir des sujets de transition écologique dans le cadre du dialogue social. L'accord national interprofessionnel est venu justement proposer en tout cas des pistes d'action, des pistes de réflexion à introduire dans le cadre du dialogue social au sein des entreprises. Aujourd'hui, on est dans ce cadre-là, en tout cas, sur une incitation des entreprises à s'y intéresser et des CSE à s'y intéresser. Effectivement, peut-être que demain, on passera de l'incitation à la contrainte. Comment, aujourd'hui, on peut venir engager une telle démarche dans la structure ? Et donc, je me retourne vers vous, Marie-Aude. Quelle a été l'essence de la mise en place de ce projet au sein d'Aidravar et pourquoi avez-vous choisi d'en faire une démarche collective ? Comment ça s'est mis en place ? Alors c'est vrai que c'est une démarche qui trotte dans la tête en tout cas d'Aidravar depuis quelques années et des contraintes de temps. On a beaucoup de choses à faire forcément sur les structures. On n'avait pas permis de développer comme on le souhaitait. Donc il y avait des petites démarches un peu volontaristes des uns des autres en fonction des affinités, mais rien de structuré. On a la directrice du pôle jeunesse qui a fait son diplôme de directrice et qui a mis au cœur de son mémoire ce travail sur la RSE. Et là, on s'est dit, il faut aller dans le concret. Ça ne peut pas rester juste sur un travail écrit. Il y a plein de belles actions qui avaient été pensées. Et on a eu l'opportunité avec l'OPCO Santé d'être accompagné par un consultant. Donc, on a vraiment saisi ces deux compétences, celle de la directrice et du cabinet de consultants, pour mettre en place une démarche avec l'ensemble
pour l'instant du pôle jeunesse, mais le pôle adulte est très friand et on fait des feedbacks réguliers pour que les choses puissent se mettre aussi en place sur l'ensemble des structures. Et là, tout de suite, on a fait un appel à candidature et on a eu pour le comité de pilotage, et on a eu bien plus de candidats que de places dans le comité de pilotage, parce qu'il fallait qu'on puisse rester sur un groupe assez restreint pour mettre en place. Mais tout le monde poursuit, suit les avancées. Tout le monde a des missions qui sont déléguées au sein du comité de pilotage pour avancer. Donc, ce comité a été mis en place au printemps dernier. Pour la kermesse de fin d'année, on a mis un stand pour que les parents puissent aussi donner leur avis. Donc, il y avait un petit questionnaire. L'idée, c'était vraiment d'impliquer le plus grand nombre. Donc, pas uniquement les salariés, d'aller au-delà avec les familles. Donc, tout le monde a pu donner ses idées en termes de RSE, ce qu'ils pouvaient, en termes d'état des lieux, déjà, ce qu'ils constataient, eux, dans l'établissement, ce qui était mis en place, et des idées pour demain. Donc, ça a vraiment bien fonctionné. On a même changé notre logo Aidravar en Aidra Vert, donc, ce qui était un petit clin d'œil assez sympa pour montrer l'engagement d'Aidravar et de l'ensemble des parties prenantes dans cette démarche. On sent qu'il y a une émulsion un peu partout. On cherche à donner du sens aussi au niveau éducatif. Donc, comment est-ce qu'on implique les jeunes dans cette démarche ? Hier, il y avait un grand débat sur la lessive, que les jeunes puissent eux-mêmes la créer pour l'utiliser en interne. C'est vraiment ça qui est important, c'est ces petits pas qu'on va faire tous ensemble pour arriver à quelque chose de plus global. En tout cas, de se dire comment déjà dans le quotidien, cette démarche peut être prise en compte dans l'ensemble, dans les actions éducatives, dans les déplacements, dans le ménage qui est organisé au sein de la structure. Voilà, c'est vraiment tous ces aspects. Et c'est vrai que de responsabiliser chacun, on voit vraiment que tout le monde joue le jeu. Il y a eu des affiches qui ont été créées pour sensibiliser l'ensemble. En tout cas, pour l'instant, on ne prend pas de retard sur le rétro-planning qui a été mis en place et on sent qu'il y a un vrai engouement des salariés, que ça fait plaisir. La volonté de s'engager sur la question de transition écologique, dans le cas d'Aidravar, émanait un peu de la direction. Vous avez été accompagné par l'OPCO, votre OPCO de référence, donc l'OPCO Santé, pour cette démarche et des actions. Et vous avez choisi du coup d'embarquer un collectif de salariés pour qu'ils prennent en main ces sujets et qu'ils puissent être force de proposition, c'est bien ça ? Oui, complètement. L'idée, c'était que ce ne soit pas du tout la direction qui écrive les lignes à mettre en œuvre. Et c'est là où c'est vrai que de se faire aider d'un consultant extérieur, c'est toujours intéressant parce que ça permet à la direction de prendre un peu de recul dans l'animation du groupe, même si on est présent, bien sûr. On a des salariés qui vont s'impliquer parce qu'ils ont cette valeur en eux, envie de la partager. Et peu importe la compétence métier, en fait, on s'en fiche dans ce cadre-là. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience comme éducateur. Ça n'a pas d'importance, en fait. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de contribuer à ce projet sociétal global. Est-ce que les membres de votre CSE ont été impliqués dans cette démarche que vous avez menée ? Oui, alors là, c'est vrai que dans le comité de pilotage, d'emblée, il y avait une place pour, alors pas l'ensemble des membres du CSE, mais pour un ou deux représentants du CSE. Ça, c'était important de pouvoir les impliquer dans cette démarche dès le départ. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on est complètement objectif, le CSE est peu impliqué dans la démarche RSE de façon globale. On les implique de plus en plus sur la transformation de l'offre, mais le regard, le prisme écologique est peu abordé. Et pour nous, c'est vraiment un objectif d'arriver sur les prochains CSE à parler de l'impact des nouvelles activités qu'on développe en termes d'écologie. On en parle, je pense, un peu quand on fait les NAO, en fait, avec les délégués syndicaux, où là, on va être, quand on parle des conditions de travail, sur des négociations autour des forfaits mobilité, mobilité verte, en se disant comment est-ce qu'on peut inciter.
On est en train de réfléchir sur un accord d'intéressement avec un volet important sur la RSE pour être encore plus incitatif. Mais voilà, aujourd'hui, on est encore, nous, au niveau d'Aidravard, sur des réflexions qui me semblent pas encore à la hauteur de l'enjeu. Quand j'entendais sur l'impact de l'évolution du climat, sur les conditions de travail, néanmoins, un impact, on en aura. On voit bien, nous, par rapport aux résidents qu'on accompagne, donc qui ont des troubles autistiques, le fait qu'il y ait des fortes chaleurs, ça va avoir un impact fort sur l'organisation des sorties. Ça veut dire qu'il faut climatiser les lieux pour leur bien-être. Voilà, il y a quand même un impact qui semble peut-être pas aussi direct pour les salariés qui travaillent en extérieur, néanmoins qui est important. Et dans nos plans bleus, nos plans de continuité d'activité, il faut aussi qu'on prenne tous ces risques climatiques en compte pour qu'en cas d'inondation ou d'incendie, malheureusement, moi j'ai un établissement qui est dans la colline, si la colline prend feu, il faut qu'on soit en capacité de continuer l'accompagnement. Donc c'est vrai que pour nous, ça a un enjeu fort au-delà de notre cœur de métier qui est d'accompagner les personnes avec TSA. Donc les accords d'entreprise peuvent aussi aider à mettre ces sujets sur la table et pouvoir anticiper potentiellement ces risques. Et à les penser collectivement. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas que la direction qui doit penser ça. On est tous concernés en tant qu'employeur, en tant que salarié, en tant que citoyen. Est-ce que, Caroline, vous voyez aujourd'hui des accords d'entreprise qui existent sur cette thématique-là ? Comment on se situe par rapport à ça sur le paysage des accords d'entreprise actuels ? On voit des accords d'entreprise aujourd'hui qui ont saisi, en tout cas, cet objet de la transition écologique et qui ont pu le mettre au cœur des négociations. Aujourd'hui, sur le peu d'accords d'entreprise, en tout cas, existant sur ce sujet, la majorité porte, comme vous l'avez dit, sur les mobilités douces, la mobilité verte durable. Donc voilà, ces accords essentiellement autour de l'introduction, en tout cas des mobilités douces. Sur des accords peut-être qui concernent plus largement la qualité de vie et les conditions de travail, ce qu'on a pu voir, c'est quelques incitations, encouragements en tout cas, à l'introduction d'éco-gestes dans les pratiques de l'entreprise et les pratiques des salariés, et aussi l'encouragement à mettre en place des sensibilisations, que ce soit pour les managers ou les salariés, à la transition écologique et justement à ces éco-gestes. Donc dans une démarche plus globale, effectivement, de QVCT. Parmi tous les métiers en tension dans l'économie sociale et solidaire, ceux qui relèvent du care, comme on dit, connaissent aussi de très fortes difficultés de recrutement, en particulier pour les métiers d'aide à domicile. Est-ce que formaliser par le dialogue social ou bien même avoir des projets comme peut avoir Aidravard peut constituer un levier en termes d'attractivité des métiers? Comment vous le percevez aujourd'hui au sein de votre structure, Marie-Aude? Alors je pense que ça s'inscrit vraiment, cette attractivité des métiers, il faut la prendre un peu de tous les côtés. C'est vrai que ça fait partie des axes qui peuvent motiver les salariés. Pareil, si c'est bien fait dans un collectif et pas verticalement, ça peut être important, et je pense que malgré les chiffres qui étaient peu encourageants, on a des salariés qui sont heureux de pouvoir être pris en compte. Donc c'est vrai que la transition écologique, c'est un moyen aussi de faire participer tout le monde, de créer vraiment ce sentiment de faire partie d'un tout. Et à partir du moment où les salariés sentent qu'ils font partie de cet ensemble, ils ont envie de rester et d'en parler. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, et je pense que la transition écologique est un très très bon sujet pour créer ce tout qui est l'entreprise en fait. On est un collectif de travail, sauf qu'on n'est pas que un salarié tout seul, on s'inscrit dans un environnement global, que ce soit l'entreprise, mais aussi tout son écosystème autour. Donc ça permet vraiment, je pense, aux salariés de se redonner de la valeur en tant que citoyen et en tant qu'acteur dans l'entreprise. C'est vraiment un bon sujet. Vous avez parlé d'un appel à candidature. Quels ont été vos critères pour pouvoir sélectionner dans ce comité de pilotage les différents membres finalement de cette action?
pour nous, c'était important d'avoir un peu tous les métiers représentés dans ce comité de pilotage, que ce soit de l'éducatif, le personnel des services généraux, de l'administratif, jour, nuit. L'idée pour nous, c'était d'avoir vraiment un comité de pilotage représentatif, les élus, pour que chacun puisse donc apporter ses idées avec un regard différent. Si on veut que ça fonctionne, il faut vraiment impliquer l'ensemble des corps de métier. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse s'investir dans cette thématique, s'emparer des sujets et surtout que les décisions qui vont être prises soient en adéquation avec les conditions de travail et un tant soit peu les améliorent. Et on n'est pas là pour venir complexifier déjà une organisation qui est souvent déjà complexe. Est-ce que vous avez vu de nouvelles initiatives qui ont été portées par vos salariés depuis cette mise en place du comité de pilotage ? Oui, on a déjà pas mal d'idées qui sont ressorties, qui ont commencé à être expérimentées. Je parlais tout à l'heure de la lessive pour pouvoir laver le linge des résidents. On a évidemment de façon assez classique les poubelles, surtout papier, parce qu'on a quand même on est encore consommateur de papier pas mal. Sur l'usage des ordinateurs, l'idée c'est d'arrêter d'avoir un ordinateur portable et un ordinateur fixe, que les personnes qui ont besoin de mobilité n'aient qu'un ordinateur portable, après avec les écrans qu'il faut. Il faut que ça reste des bonnes conditions de travail, hein, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Et on a, ça je pense que ça va être très chouette, l'organisation d'une après-midi, alors nous on appelle ça une après-midi banalisée, où les familles sont invitées à venir sur la structure. Il y a un petit jeu qui est prévu avec les familles et les salariés, un petit quiz je crois. Alors j'ai pas les questions, j'ai pas vu le contenu, mais j'ai vu qu'on pouvait gagner des œufs bio par exemple, donc je trouve ça très sympa. Là c'est l'idée vraiment de créer quelque chose qui soit pas dans la contrainte, vous savez qu'on a parlé de la législation, certes, mais il faut s'emparer de cette contrainte pour que ça devienne aussi ludique, parce qu'il y a plein de choses ludiques qu'on peut faire. Les salariés ont prévu de mettre en place un compost pour pouvoir faire un potager avec les jeunes qu'on accompagne. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que ce qu'on va mettre en place puisse servir l'accompagnement des personnes, donc puisse servir, nous, notre activité première. Est-ce que vous avez aujourd'hui identifié un moyen de suivre vos actions et peut-être un moyen, grâce à ce suivi, de pouvoir les valoriser aussi et de valoriser la structure par cette démarche ? Alors ça, c'est vraiment ce qui n'a pas été encore complètement mis en place, mais ça fait partie dans le déroulé de cette action, des choses à mesurer. Parce qu'effectivement, on a tendance à faire toujours plein de choses et à pas forcément les évaluer. Et si on ne les évalue pas, on ne peut pas les mettre en valeur. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. Et dans l'accord d'intéressement qui, j'espère, on va réussir à mettre en œuvre, on a besoin d'indicateurs vraiment précis en termes de consommation d'électricité, de gaspillage alimentaire. Ça, c'est des indicateurs assez simples qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir valoriser ce qui est fait. Et c'est vrai que si on arrive après à avoir nos légumes dans le jardin, ce sera parfait. Merci beaucoup Marie-Aude. Peut-être avant de conclure, vous demandez aussi comment l'ARACT s'empare de ce sujet sur le territoire et peut-être les expérimentations, les actions à venir en ce sens. Jusqu'à présent, nous avons mené des actions de sensibilisation par le biais d'un jeu sérieux. Voilà, on passe par le côté ludique également. Un jeu qui a été conçu par mes collègues des Hauts-de-France, qui permet de sensibiliser les participants à l'impact de la transition sur les conditions de travail, en jouant en fait deux scénarios de changement de procédé technique au sein d'un atelier de fabrication. Et ce jeu est destiné aux acteurs de l'entreprise, également aux partenaires sociaux. Voilà, il permet effectivement de tester en tout cas une démarche et de s'engager dans une réflexion de démarche de changement qui prend en compte les conditions de travail. Et on mène également dans le cadre de l'accompagnement des transitions, des accompagnements de démarches QVCT de manière globale, mais qui vont avoir aussi une dimension importante de transition écologique, c'est-à-dire dans le cadre de sociétés
et entreprises engagées dans une transition écologique, comment on introduit cette dimension-là dans la démarche QVCT. Quels seraient pour vous, Caroline, les premiers pas que pourrait faire une structure pour s'engager dans une telle démarche ? On a déjà cité les éco-gestes, effectivement, sans toucher forcément aux procédés techniques ou de fabrication. C'est mettre en place des éco-gestes de manière concertée au sein de l'entreprise. C'est toujours, dans tous les cas, mettre en place une démarche collaborative, paritaire également. On a parlé de l'importance, en tout cas, du dialogue social, d'impliquer les élus dans ces démarches qui, malgré tout, viennent transformer les pratiques, transformer le quotidien du travail. Et donc, vraiment d'être dans la démarche collaborative et paritaire, avec la mise en place, et comme vous l'aviez fait, d'un comité de pilotage aussi, un mode projet qui va pouvoir suivre l'avancée des actions, les évaluer, expérimenter aussi surtout, retenir en tout cas ce qui fonctionne et toujours être dans une démarche globale d'amélioration des conditions de travail, mettre cette transition en parallèle de l'amélioration des conditions de travail en pensant compétences, conditions de travail et poser cette question centrale du travail au cœur de la démarche. Pour récapituler, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas forcément seul dans la démarche. C'est un élan qui peut être collectif, qu'on peut aussi, en tant que structure de l'ESS, se faire accompagner. Donc on a vu le rôle des OPCO, aussi des opérateurs de compétences, dans cette dynamique-là. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre OPCO pour pouvoir entamer une démarche. Il y a aussi d'autres dispositifs en région. Je pense particulièrement au dispositif CEDRE, du Conseil régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui propose un accompagnement et un financement aux entreprises qui s'engagent dans la création d'emplois en région et qui veulent initier ou qui portent une démarche de RSE et de transition écologique. Je vous invite également à vous renseigner auprès de l'ADEME, ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui peut vous soutenir financièrement aussi dans votre projet, parce qu'il y a aussi ces questions financières qui viennent sur la liste des priorités. On pourra aussi évoquer les formations à la mesure d'empreinte carbone, par exemple, qui peuvent constituer un premier levier pour entamer une démarche, faire un état des lieux, une photo de ce que fait l'entreprise aujourd'hui. Et donc, on vous invite notamment à regarder sur le site de l'UDES, puisque nous formons à la mesure d'empreinte carbone en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Caroline, quel message clé aimeriez-vous transmettre aux entreprises de l'ESS sur l'opportunité que représente la transition écologique pour améliorer les conditions de travail ? Peut-être cette transition écologique, c'est justement l'opportunité de repenser les manières de travailler, les pratiques, de s'engager dans ces démarches collaboratives. À l'heure où les questions d'attractivité sont très importantes dans tous les secteurs d'activité, la transition écologique peut aussi redonner du sens et être un important facteur d'attractivité et de fidélisation pour les salariés dans les entreprises. Mario, un dernier conseil à partager avec les structures qui souhaitent se lancer dans des démarches similaires ? C'est important de faire l'état des lieux aussi de ce qu'on fait, parce qu'il y a souvent déjà plein de petites initiatives qui ont été prises par les salariés dans les entreprises, les associations. Il ne faut pas hésiter à déjà les mettre en valeur, ces petites initiatives, ces éco-gestes souvent, et s'appuyer sur l'envie des salariés. Je pense que c'est le principal conseil. Il y a plein de salariés qui ont envie. Merci beaucoup pour ces échanges riches et inspirants. Donc on a pu faire le lien entre transition écologique et conditions de travail, évoquer les cadres réglementaires aussi qui sont liés et qui poussent à l'action, et des pistes pour amorcer le changement durable dans vos structures. Ça doit être le DUERP, je suppose. Ça fait partie des supports où on va travailler tous les risques. C'est vrai qu'à ce jour, on n'a pas d'onglet spécifique risque climatique. On va balayer l'ensemble des risques. Ce changement climatique a forcément un impact sur les conditions de travail. C'est l'occasion, en tout cas, d'en échanger. Et puis c'est pas figé, on peut toujours rajouter des thématiques. Le document unique d'évaluation des risques professionnels peut être un outil central de pilotage et de référence aussi, que ce soit pour les directions, les salariés et également les représentants du personnel.
puisqu'il va permettre de faire état de l'impact justement de soit ce changement climatique sur le risque professionnel et donc sur les conditions de travail, et également d'identifier les risques pro qui vont être liés aussi à la transition écologique prise en tant que changement des procédés techniques et changement des manières de faire. Donc effectivement, ça peut être un document de référence qui peut permettre de passer à l'action et aussi de suivre ces transitions dans le temps. Merci beaucoup à vous deux pour ces éclairages très riches et inspirants. J'espère que ça va inspirer aussi des structures du territoire à pouvoir avancer sur ces questions et avancer surtout collectivement là-dessus. Un grand merci également à la DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur pour son soutien dans l'organisation de ce temps. Nous espérons que ces interactions vont vous permettre de voir la transition écologique comme une opportunité pour votre structure, une opportunité collective donc, permettant de favoriser les conditions de travail des salariés et d'œuvrer à la fois pour un monde plus durable, mais aussi pour l'attractivité de votre entreprise. Pour faire vos premiers pas en matière de transition, les indicateurs peuvent être des indicateurs de mesure d'empreinte carbone. Donc on vous invite une autre fois à vous rendre sur le site web de l'UDES pour découvrir les formations à la mesure d'empreinte carbone en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On reviendra également vers vous pour un 3e Midi de l'Emploi pour aller plus loin sur la question du dialogue social dans l'économie sociale et solidaire. Merci pour votre attention. À très bientôt.